Mon cher Polo, beaucoup de monde sur le chat YouTube qui nous dit Polo l'avait dit hier. Oui. Voilà, bah écoute, on te rend hommage sur le chat YouTube. À toi de jouer, Polo, à toi de jouer. Non, mais bon, je vais le dire d'une façon très simple, ça pendait au nez de Leverkusen depuis quelques temps, je le dis assez souvent le lundi, mais comme c'est caché par le mysticisme de Leverkusen, on va nous expliquer que, non, c'est comme ils ont raté leur match, ils ont fait ceci. Non, le niveau déjà, je le disais déjà au mois de janvier, février, le niveau de Leverkusen 2024 n'est pas tout à fait le même que celui de 2023. La deuxième chose, c'est que tu as le droit de dire bravo à l'Atalanta qui a bouffé de la tête et des épaules Leverkusen physiquement par son pressing, contre-pressing, ce que tu veux. Troisièmement, je vous rappelle quelquefois que certains journalistes en Allemagne posent la question systématiquement de la composition des équipes de coach Alonso pour lui dire mais attendez, vous passez parfois ric-rac parce que quand même, rappelons-le que les matchs comment on dit ça en français déjà, élimination directe, pardon, en 8e, quart et demi, Karabakh, rappelez-vous, qui s'arrache pour aller se qualifier alors qu'ils sont menés 2 fois de suite 2-0, que le quart de finale, ils trouvent le moyen d'être menés, contre West Ham, pardon, ils se baladent à l'aller, mais la première mi-temps du match retour est dramatique. Ils trouvent le moyen d'être menés 2-0 alors qu'ils sont largement supérieurs à la Roma lors du match retour après s'être baladés au match aller. Et si tu veux, j'ai pas vraiment été surpris par cette finale. Donc, parce que ça leur pendait au nez tout simplement. Et je vais dire un truc, j'ai pas eu le temps de le dire avant la rencontre. Je regardais sur les chaînes allemandes ce qui passait et il y a un truc qui m'a. Alors, tu vas dire sûrement, mon cher Gilbert, que je suis trop dur avec Leverkusen, etc. Mais ils ont trouvé le moyen. 20 minutes avant le début de la rencontre, Xabi Alonso était interviewé par la chaîne allemande pour lui passer une petite vidéo d'Eric Ribbeck, qui était l'ancien coach vainqueur de Leverkusen de l'UEFA en 1988, pour le féliciter de sa saison, etc. Comme si tu veux, on était dans une histoire qui devait s'écrire et Leverkusen forcément allait remporter les trois titres. Donc, moi, je sentais le truc arriver. Je vois ce qui se passe en Allemagne où on passe nous temps à nous faire, on est en train de faire des petits documentaires des chaînes allemandes pour expliquer la fabuleuse saison de Leverkusen, etc. Cette fabuleuse série de 51 matchs qui finalement ne rapporte pas de trophée, mais il y a des gens qui ils sont champions d'Allemagne, Polo. Ils sont champions d'Allemagne, d'accord. C'est pas rien, dans l'histoire de Leverkusen, c'est pas rien. Non, mais oui, enfin, Leverkusen, si on est honnête, aurait déjà dû être champion avant. Mais d'accord, mais comme ils ne le sont pas. En fait, je comprends ce que tu veux dire et en même temps, je ne comprends pas tout. Leverkusen fait une saison incroyable. De toute façon, terminer devant le Bayern en Allemagne, c'est déjà une performance. Être champion en étant invaincu, c'est un truc unique, il n'y a pas de problème. Ce que je comprends, et là où je peux te rejoindre, c'est sur le côté, toi, tu n'aimes pas beaucoup, et je te comprends parfaitement, quand on essaye de monter des légendes. Ça n'enlève rien à la saison fantastique de Leverkusen. Mais ce que tu soulignes finalement, des défauts que tu peux pointer dans cette équipe, parce que après tout, qu'ils fassent une deuxième partie de saison où ils sont un petit peu moins bons, un championnat c'est long, tu joues pas tout seul, donc les autres équipes, si elles se prennent les pieds dans le tapis, comme a fait beaucoup le Bayern, tant pis pour eux. Si Dortmund a été meilleur en match de coupe qu'en match de championnat, c'est un constat, et c'est un constat que tu peux également appliquer à Leverkusen. Pourquoi ? Et là, je ne sais pas si tu vas me suivre là-dessus, ce que vous en pensez, parce que finalement, il y a un entraîneur espagnol à la tête de Leverkusen, et que c'est la mode des génies espagnols, mais qu'ils ont un peu tous le même défaut. C'est-à-dire que la durée d'un championnat, c'est une chose, le match de coupe, tes inventions répétées, tes espèces de compos tout le temps alambiqués qu'il faut essayer de trouver... Jusque-là, ça marchait. Non, pas tant que ça. Et Polo, il a raison de dire parce que tu ne regardes pas les matchs, Gilbert. Tu ne regardes pas les matchs de Leverkusen. Le Karabakh, ça a été du miracle. Que la Roma, t'as failli te faire reprendre le match retour. Parce que tu vois pas la baisse de niveau au fur et à mesure, les tests qu'il fait. Un match sur deux dans les matchs aller-retour, c'est compliqué. Et ce soir, il se banane avec sa compo en bois, avec ses choix bizarres. Je sais que le rôle du journalisme, comme l'a dit Florent Gautreau lors de quand il donnait des cours, est de mettre le stylo dans la plaie. N'est-ce pas, mon cher Florent? En fait, la plume, c'est toujours la même. Et la plaie, c'est toujours la même. C'est plutôt la plume dans la plaie que dans le cul. En fait, c'est toujours le même problème. C'était ma première intervention dans la première intervention. Il a craqué. En fait, c'est toujours le même problème. Et c'est le problème qu'a eu Guardiola pendant des années, qui, avec des équipes en or massif,
allait se bananer en Coupe d'Europe sur le même problème. Cette envie absolue de contrôler, de faire des équipes inventives, sans le neuf, sans tes meilleurs joueurs, sans le machin, on va faire tourner, on va mettre le turnover. Les dernières compos du Bayer Leverkusen, et ça Polo peut en témoigner beaucoup plus que moi, en Allemagne, on ne comprenait pas. Bah oui. T'es là, t'es devant, tu dis. Et de la même façon, quand il était au Bayern, Guardiola, le championnat, tu le domines. À Manchester City, tu domines le championnat, tu arrives en Coupe d'Europe, il en a gagné une contre l'Inter 1-0, où franchement, sur la finale, c'est pas une domination absolue. Il aurait très bien pu se faire avoir en contre dans cette finale-là. Et quand tu vois Tottenham, quand tu vois le Real cette année, voilà, c'est un problème qu'ont ces entraîneurs-là. Barça, tu veux dire. Pardon ? Barça. Non, Guardiola, il s'est planté contre le Real cette année au péno, contre une équipe qui l'a espagnol. Oui, non, mais même. Bon, après, je parle même pas du génie parisien qui, en 2016-2017, avec des équipes en or massif, est allé se faire mais marcher dessus par la Juve en 2017. Mais qui a amené le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, avec une équipe moyenne. Bon, ta démonstration n'avait pas pour but d'en venir à Luis Enrique. Non, mais je suis pas d'accord. Les événements, c'est toujours un match sur deux. Et contre Dortmund, qui est en dessous, il perd. Et il se fait avoir tactiquement. Mais comme dit Polo, et contre la Real Sociedad, tu passes parce qu'en faisant un match sur deux. T'as le droit d'avoir en face une équipe meilleure. La finale de l'Europa League, vous n'allez pas, au bout de 5 minutes d'émission, vous engueuler sur Luis Enrique. Xabi Alonso a le même défaut que tous. Ce sont des mecs qui se prennent pour des génies. À un moment, essaye d'avoir un peu d'humilité. Gasperini, il lui a donné une leçon ce soir. Polo, un point, parce que juste. Pas sur Luis Enrique. Non, pas du tout là-dessus. Justement, moi, pour revenir sur le vainqueur. Et toi, tu les critiquais, ces entraîneurs espagnols. Et là, maintenant, parce que tu as décidé de te mettre dans la peau du Jacques Vergès de Luis Enrique, tu renies tes principes. J'ai dit pas Luis Enrique. Mais non, mais lui, il critiquait ses principes. Les mecs qui jouent à 109, les mecs qui jouent à 109, tu les critiquais. Si, bien sûr, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, merci. C'est pas le problème. Alors, regarde, on a vu un 9 avec Luis Enrique. Ramos, il a joué en 9. Il a mis tout au-dessus. Mais non, mais tu vas pas venir. Non, mais là, Adli, je suis d'accord, ok, pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'aime pas non plus la possession stérile. J'adore la transition. Et je trouve que cette année, il en a fait sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdain, Luis Enrique. Mais peu importe. Et il veut pas le dire parce qu'il se fout de notre gueule en com. Je suis d'accord. Mais néanmoins, ça a marché aussi. Et tu as le droit d'avoir une équipe, et là je viens à la finale le soir, Gilbert, tu as le droit d'avoir une équipe, c'était ce qu'a dit, je sais pas si c'est Johan ou Polo, d'avoir une équipe en face qui est meilleure aussi. Ok, on va parler tu peux parler de la compo. Moi je vois une équipe que j'ai vue, j'avais expliqué à Johan ce que j'avais ressenti au Vélodrome, moi. Deuxième mi-temps au Vélodrome, je vais prendre la moins bonne. Deuxième mi-temps au Vélodrome, tellement ils étaient bons, en fait, ils ont géré cette deuxième mi-temps. Parce qu'ils n'ont pas appuyé sur Lookman ce soir-là. Non, certes, l'OM a été très fort aussi, ils les ont gênés. Mais j'ai senti presque, pour te dire la puissance de cette équipe, presque de la gestion pour le match d'après en Italie, pour la suite de la compo et au match retour. Il n'y a même pas photo, ils les ont bananés. Et deuxième point, et après je reviens là-dessus, quand même, pareil, sur Lookman, j'avais été déçu parce qu'il n'avait pas appuyé sur Lookman au Vélodrome alors que sa première action avait été phénoménale. Et ben voilà, depuis il l'a remis titulaire, depuis qu'il est titulaire, il est énorme. Moi je veux parler aussi des vainqueurs. On n'est pas en désaccord, et tu as raison. Et on va en parler d'Atalanta, Johan en parle depuis des années maintenant. Et je veux parler de Dortmund qui a battu PSG, je veux aussi parler de Dortmund qui a été bon. Tu vois, la frustration que va relayer Polo et qui sera évoquée en Allemagne, c'est quand même celle d'avoir le sentiment que cette équipe n'a pas joué avec ses meilleures armes et qu'elle l'a pêché ce soir, là où ces derniers temps, elle pêchait tout le temps, sur des principes idéologiques qui sont usants. Moi, l'idéologie, ça me fatigue. Tu peux concevoir que le mec qui est invaincu de cette saison, et même si j'ai entendu tout ce qu'a dit Polo, ok, il a raison, le contenu, il faut regarder, ok. Mais tu peux aussi comprendre que psychologiquement, le gars qui est invaincu et qui y est arrivé peut penser qu'il va quand même y arriver encore, même avec des contenus moins bons. C'est ça que je veux dire. Le championnat, c'est pas... Il est passé aussi. Polo et ensuite la parole à Johan. Vas-y, Polo. Il y a deux choses. La première partie de saison, c'est Boniface en 9, Wirtz, meneur de jeu décalé gauche, et Hoffmann. Grimaldo, Frimpong sur les côtés, et vous avez Palacios, Andrich et puis 3 défenseurs centraux. Ça, c'est le meilleur des Leverkusen. Depuis, en gros, 3 mois, aussi parce qu'il y a des joueurs qui étaient en moins en forme, il a commencé à supprimer Hoffmann. Il a évidemment eu Boniface qui était blessé, il y avait Patrick Schick, et là, il nous fait quoi ? Il nous met 2 neufs sur le banc. Ça, il le fait plusieurs fois. Frimpong, à tour de rôle avec Grimaldo, il les fait plus jouer piston gauche ou droit, alors que ça a été leur grande force. Il les fait jouer quasiment meneur de jeu décalé. C'est un truc, moi je veux bien.
Tu peux le faire de temps en temps lorsque tu veux jouer en contre, etc. Parce que c'est ça, en fait. Sauf que tu es mené 2-0 parce que ton équipe n'est pas là au coup de sifflet initial, et tu te retrouves mené 2-0 très rapidement. Donc tout ça, c'est compliqué. Mais on le sent. Moi, enfin, je suis pas une pitié, quoi. Je suis pas là au Cassandre ou ce que tu veux. Je le sentais venir, ce truc. Le problème, c'est que ça arrive au plus mauvais moment, quoi. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu le voir. Leverkusen a vaincu en Bundesliga. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter que Leverkusen soit vaincu en Bundesliga? À partir du moment où tu es champion, tu vas prendre ta bière et puis c'est fini, quoi. Mais non, les gens, 31e journée, 39e journée, 33e journée. Et c'est des trucs. Alors, je sais bien aussi, les journalistes, ils s'en servent, y compris en Allemagne, ils font leur paplard, etc. Mais qu'est-ce que ça... En quoi c'est utile? Alors, attends, juste, je vais refaire une parenthèse PSG, justement, parce que je pense aussi que quand Luis Enrique, lui, est dans cette logique de préparer la fin de saison et la demi-finale de Ligue des Champions et la finale de la Coupe de France, lui aussi se fout, et là je pense que je suis totalement d'accord avec Polo, et moi je soutiens ça, il se fout de savoir s'il va finir avec les records, là, des points et des 10 points d'avance, évidemment. Il a raison pour le préserver. Les d'Arsenal, on en parle toujours aujourd'hui. Non, on s'en fout de ça, t'as raison. Et puis c'est un truc de supporters aussi, les supporters, ils disent, c'est un côté légende, mais ils auraient préféré perdre 3 matchs en championnat et gagner ce soir. Non, Gilbert, non, mais attends, Gilbert, c'est pas le problème, c'est pas que ce truc-là m'intéresse pas, parce que le doc sur les Invincibles que j'avais vu, j'adore. Je préfère, et vraiment je le dis, et c'est pas sans esprit polémique sur le PSG, je préfère vraiment la gestion physique, absence de blessures, la gestion des cartons, tout ce que tu veux pour arriver. Non, mais attends, ça n'a pas marché parce que l'équipe était moins forte. Non, parce que tu joues Dortmund. C'est comme ce soir, tout le monde voyait favori les Leverkusen. C'est dans la gestion. Je préférerais, pour revenir au Bayern, effectivement, perdre, ne pas être invaincu en Bundesliga et avoir les éléments nécessaires, y compris physiques, parce que ce soir, on ne parle pas du match. Ils ont été aussi bouffés physiquement, donc c'est important. Johan regarde tranquillement la remise de la coupe, l'Atalanta vient de soulever le trophée, un des plus beaux trophées du football mondial d'ailleurs, cette coupe là, très réussie. Voilà, je sais pas qui l'a conçu, quel artiste l'a conçu, mais c'est très réussi. Bon, Johan, t'écoutes là, tout le monde. Effectivement, il est vrai que l'Atalanta... J'ai pas tout écouté. Je pense que je le trouve très placide, comme le gardien Musso d'ailleurs. Pas mal. Bon, c'est une blague des années 80. Oui, mais elle passe. Oui, je pense que l'Atalanta, avec Sassuolo quand même, sur les deux clubs, Johan Crochet de ces dernières années. Donc voilà. Il y en a qui descend en Série B, qui gagne l'Europa League. Bon. Non, c'est... En fait, ce qui est... On peut parler du match, évidemment, il y a plein de choses intéressantes, même dans le match. Moi, revenons au match, Johan. Mais moi, le premier truc auquel je pense, c'est juste le travail qui a été effectué depuis 8 ans. Et on va mettre, évidemment, Gasperini, on va mettre les joueurs, mais aussi Antonio Percassi, le président du club, qui a racheté le club en 2010, qui a joué, il était joueur de cette équipe de l'Atalanta il y a fort longtemps, qui l'a racheté alors que l'Atalanta était dans une situation très compliquée, qui a fait la grosse part du travail avant de le revendre il y a quelques mois, en tout cas de laisser l'actionnariat majoritaire à des Américains, puisqu'en Italie, il n'y a que les Américains qui viennent acheter les clubs, mais qui a décidé avec ces Américains-là, dont Stefan Pagliuca, qui est... rien à voir avec le gardien, je le précise d'abord, qui est actionnaire aussi des Boston Celtics. Et là où en fait ils auraient pu se laisser griser par arrivée de capital, etc., ils ont décidé de continuer sur le même modèle. Même entraîneur, même facilité à aller sur le scouting, même volonté d'intégrer des jeunes du centre de formation aussi à l'équipe première. Ce soir c'est tout bête, mais il y a 2 joueurs de la formation qui sont sur cette équipe-là. Il y en a un qui rentre en cours de match, c'est Scalvini, et l'autre c'est Ruggieri qui est titulaire. L'Atalanta bosse très bien parce qu'elle bosse sur les infrastructures, un des rares clubs italiens qui a su structurer son club, son entraînement, stade qui est en train d'être finalisé. Ça bosse très bien parce qu'ils bossent sur la formation, ils ont une équipe U23 depuis cette année en 3e division italienne comme la Juve, les 2 seuls clubs italiens à l'avoir. Ça bosse très bien sur le scouting, ça va chercher des inconnus, Martin de Roon, Hans Sattebourg, Robin Gosens. Qui sont que des bons joueurs. Ouais, c'est que des bons joueurs, mais... Ils vont récupérer De Ketelaere qui était en échec et qui est pourtant un très bon joueur. Ça, tu vois, c'est grâce aussi à tout le travail qui a été fait avant. L'été dernier, tu réussis à faire venir De Ketelaere et avec une option d'achat qu'ils vont lever, qui va faire un package global de quasiment 30 millions d'euros, et Scamacca, qui sont allés chercher à West Ham pour plus de 20 millions d'euros aussi. Tout le parcours, toutes les étapes franchies, tous les étages montés un à un, te permettent aujourd'hui, en tant que club, avec les ambitions que tu as, de terminer toujours européen, d'aller loin en Coupe d'Europe, d'aller chercher des joueurs à 20 ou 30 millions d'euros, ce qui, très sincèrement, il y a même 5 ans, était totalement impensable. Donc moi, je pense à Percassi, je pense à Gasperini, qui a mangé beaucoup de... Pain noir.
De pain noir, merci Flo. Parce qu'on lui disait, ouais, c'est bien beau, il joue au professeur. Alors, ok, il a un côté qui est très désagréable. Tu nous as aussi expliqué que c'était un gars qui avait un boulard. Il a un côté très désagréable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on se concentre sur le football, on lui disait, ouais, c'est bien beau, c'est facile de faire ça à l'Atalanta, mais quand est-ce qu'il gagne Gasperini? Eh ben, il gagne ce soir. Un mot sur Lookman. Alors attends, Lookman. On va faire un truc parce qu'on a Thiemoko qui est là, il veut justement parler de Lookman. Donc on a vu Waterloo et tout. Une spéciale Lookman dans quelques instants, évaluation, on va reparler du match ensemble dans quelques instants avec Thiemoko au 32-16. N'oubliez pas que la roue RMC est également toujours là avec la fameuse trompette. Dès que vous l'entendez, d'ici minuit, vous aurez la possibilité d'envoyer roue par SMS au 732-16 pour participer au tirage demain, participer au jeu et faire tourner la roue. Quant au trophée de l'Europa League, il a été conçu par l'atelier Bertoni à Milan. Voilà, c'est de l'œuvre du bon goût, c'est forcément italien. Alors il est à la maison, le trophée. De l'ouvrage italien, voilà. C'est vrai que c'est pas loin de Milan, Bergame. Petit hommage aussi à un Argentin. Oui, c'est la grande banlieue de Milan. Ouais. Allez, à tout de suite dans l'after. N'oubliez pas également l'actu du jour. Info Mercato, Nice, Rennes notamment d'ici minutes tout à l'heure. 23h17, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Paulo Breitner, Johan Crochet après la victoire de l'Atalanta Bergame face à Leverkusen en finale de l'Europa League. D'ailleurs, à propos d'after post-Coupe d'Europe, je vous signale que les archives de l'after sont toujours en ligne. Voilà, un podcast spécial auquel il faut vous abonner sur n'importe quelle plateforme. Ils sont présents partout. On vous a mis là en ligne l'after de France-Irlande. La main? Ah oui, la main de Thierry Henry. Un after mythique. Ouais, pas mal. Voilà, avec un beau casting à l'époque. Eric Dimeco, Jean-Michel Larquet, il y avait du lourd. Luis Fernandez, bien sûr. Nous étions dans un pub irlandais, à l'odeur assez, comment dirais-je, suspecte à l'époque. Mais on y était là-bas, on avait passé une bonne soirée. Jusqu'à 2h du matin. Le podcast est long. Thiemoko est là. Salut Thiemoko. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Très bien. Salut. Ça va, merci. Bah, écoutez, j'appelle pour... je suis supporter de l'Inter. Hein. D'accord. Mais j'appelle pour Ademola Lookman, puisque c'est un joueur africain, puisque moi je suis d'origine ivoirienne et j'étais à la CAN. Et je l'ai un peu suivi, on va dire, pendant cette compétition. Et avec le Nigeria? Avec le Nigeria. Et en fait, au Nigeria, c'est la star, c'est Osimhen, mais celui qui vraiment est important dans le collectif, c'est Lookman. Osimhen, il a la lumière sur lui, mais Lookman, il a prouvé pendant la CAN que c'est celui qui mettait les buts importants. En fait, c'est un peu un homme des matchs importants. Après, il a ce côté où il est né en Angleterre et il n'a pas ce côté où... Oui, j'allais dire, c'est pas un Nigérian du Nigeria. Voilà. Quoi. Il est né en Angleterre, il a joué dans les équipes anglaises jusqu'aux espoirs. C'est ça. C'est pas un pur Naija Boy comme on dit, donc il a ce côté où il est un peu froid. La preuve, quand il marque ses buts, il est pas très expressif. Donc s'il y a ce côté-là, il me fait penser un peu à Messi quand il était au début avec l'Argentine où il montrait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est un monstre et c'est un... On a regardé avec Flo le premier club de Lookman. Vous savez ce que c'est? Le FC Waterloo. Waterloo. Non. Voilà, bon, c'est pour l'anecdote. Très bien. Enfin, c'est Morne-Plaine pour nous, mais pas pour tout le monde. Voilà. Et pas pour lui. Thiemoko, est-ce que tu sais depuis quand il n'y a pas eu un triplé en finale d'une Coupe d'Europe? Alors, je crois qu'il n'y a jamais eu. Ou bien? Non, en fait, c'est le premier joueur africain, en revanche, à mettre un doublé, donc un triplé en finale de Coupe d'Europe. Ça, c'est possible, mais le dernier triplé, il date de 75. La finale 75, Bayern Leeds. Ouais. Polo, c'est qui? Non, c'est Mönchengladbach. Mönchengladbach. À l'époque, avec Mönchengladbach. Ah bah donc, c'est pas la Ligue des Champions, alors. Non, toute Coupe d'Europe confondue. Ah oui, parce que 75, c'est Bayern Leeds, la finale au Parc des Princes. Un ancien joueur que Polo connaît bien. Ça peut pas être Bertie Vox. Non. Devenu entraîneur. Exactement. C'est Jupp Heynckes, qui était le dernier à avoir C'est la finale UEFA, d'accord. Mönchengladbach. Voilà, c'est pour l'anecdote. Mais en revanche, c'est vrai que le premier joueur africain à mettre un doublé. Enfin, j'ai regardé un doublé, du coup un triplé, mais en finale de Coupe d'Europe. Deuxième anecdote, est-ce que vous pouvez me citer tous les clubs italiens qui ont remporté une Coupe d'Europe? Oui, on devrait y arriver. L'Atalanta est un nouveau. Tous les grands clubs italiens, déjà. Les deux clubs de Milan. La Juve. La Roma. La Fiorentina. Ça compte Ville de Force ou Fiorentina? Ouais, ok. Non, mais la Fiorentina. La Lazio. La Lazio. La Parme. Naples, on a gagné une. Naples, avec Maradona. Donc Atalanta. Ils en manquent une. Ah, une seule? Ah ouais, c'est pas tant que ça. La Sampdoria.
Exactement. Dixième équipe quand même. Coupe des coupes, 91. Parce qu'en finale de la Ligue des Champions 92. Comment il s'appelait ce joueur de l'Est là qui était derrière? Katanec. Katanec, ouais. Il y a eu surtout Virchovod avec Cerezo. Le Brésilien. Toninho Cerezo. Birkewood en défense. Le gars, Lombardo. Bien sûr. Cette sample-là, elle est extraordinaire. Lana aussi, Lana en défense. Coupe des coupes, où elle élimine Monaco d'ailleurs en demi. Et après, finale de la Ligue des Champions l'année d'après, où ils perdent sur le coup franc de Coman. Thiboko, tu penses que Lookman mériterait un club d'une envergure supérieure? Lookman, le problème, c'est que j'espère que cette saison va le lancer, parce que c'est un joueur qui est présent dans les grands moments, mais il n'est pas encore assez régulier pour moi personnellement. Je ne sais pas ce qu'on pense. Johan. T'as raison, il est très irrégulier et moi je l'ai pas vu faire un match comme ça. Bon, ça tombe bien que ce soit ce soir, mais le demi était bien, Laurent. Ouais, mais pas à ce moment-là. Là, ce soir, t'as l'impression que tout ce qui touche est extraordinaire. J'entends, mais ce que j'ai noté, parce que évidemment, j'étais un peu là, tel entre guillemets, presque un footix, mais quand je l'ai vu sur sa première action au Vélodrome, j'ai fait un tweet en disant voilà, le mec incroyable. Mais là, à l'Atalanta, il n'est pas titulaire. Non, je le voyais, si tu veux, quand je l'ai vu comme ça, je l'ai vu, entre guillemets, par exemple, comme un Doku, tu sais, qui parfois, sur les premiers appuis, avait été énorme en 1 contre 1. Mais ce que j'ai vu dans le retour contre l'OM, ce que j'ai trouvé. Et là, c'est du Gasperini. C'est qu'en tout cas, j'imagine qu'elle a progressé là-dessus. Dans le petit jeu et dans le jeu avec les autres aussi, il est bon. Parce que là, il a fait de l'individuel parce que c'était ce que le jeu demandait. Mais moi, je l'ai trouvé très bon aussi, collectivement. Et moi, je me dis que si ce joueur-là, qui a des appuis et quelque chose de phénoménal qui, dans le foot d'aujourd'hui, est très, très utile. Tu vois, on parle de Dembélé. La conclusion que n'a pas Dembélé, et là, il lui a fait... Mais il y a une différence, c'est qu'au départ, c'était un pur ailier. Et avec Gasperini, il joue dans l'axe. Donc dans l'axe, tu as moins d'espace. Donc tu parlais qu'il avait beaucoup progressé dans les petits espaces. C'est ce que lui a apporté Gasperini. Enfin, dans l'axe, là, ce soir, il est côté pour moi. Axe gauche. Axe gauche. C'est pas un vrai ailier de 4-3-3. Mais de toute façon, dans les 4-3-3, aujourd'hui, ça n'a jamais été. C'est plus des vrais ailiers. C'est très rare. Normalement, c'est soit tes joueurs de côté, tes pistons qui montent, mais c'est toujours des mecs qui, en plus, souvent, quand ils sont pieds inversés, sont décalés façon un peu Mbappé. Pied inversé, t'as vu qu'il a mis son deuxième but pied gauche. Pied droit, pied gauche. Quand il arrive, il est surtout un joueur de 1 contre 1 et de profondeur. Et là, il est devenu un joueur beaucoup plus complet. C'est ça qui est génial. Exactement, où il peut même jouer en appui remise. Le travail de Scamac, qui est un 9, et moi, cette histoire de jouer sans 9, ça me dépasse, mais ça lui sert beaucoup. Oui, mais d'ailleurs, sur le 3e but, c'est lui, il attend. Et la fixation de Scamac pour le décaler. Mais attends, j'insiste aussi sur un truc, tu as raison, mais quand tu as la chance d'avoir un vrai 9 de ce profil-là, c'est-à-dire Giroud, Scamaca, c'est pas un génie du foot. Non, mais le profil, et je dis ça pour rapport à tout ce qu'on forme. Tu vois, ce genre de profil qui est un peu décrié, qui n'était pas dans l'air du temps. On n'en a pas tant que ça, des profils comme ça. Tu sais, à une époque, on jouait, quand il y avait 2 attaquants devant, dans les 4-4-2, on jouait avec ces profils, l'un comme ça et un petit qui fait le tour. Le grand et le petit. Et après, on a dit, en gros, ces mecs-là, ils sont pas techniques. T'es grand, tu seras pas technique. Au fond, cette histoire du 109, à quel moment ça marche? Même Guardiola était obligé d'aller prendre Haaland. Non, mais l'Espagne 2008... Ouais, remarque, t'as Villa, t'as David Villa. Oui, tu vois, il y a quand même un moment, peut-être qu'il les décale, peut-être que le mouvement est plus important, mais l'Allemagne est championne du monde 109, parce qu'ils sont avec Goethe, je crois, non? Ouais, tout à fait. Non, c'est pas ça? Et encore Klose en 2014. Klose en 2014. En 2014, il y a encore Klose. Donc, je veux bien, mais tu vois, cette idée que parfois je peux comprendre. Néanmoins, les équipes qui gagnent, elles l'ont, quoi. Elles ont ce joueur un peu de fixation. Mais même si tu prends, par exemple, un De Zerbi à Brighton, il a Ferguson, qui est un vrai 9, et il a un Joao Pedro, qui est un 9,5, mais qui se rapproche quand même beaucoup d'un 9. Donc même les entraîneurs qui ont cet esprit que tu aimes et que tu aimes parfois détester aussi, il y en a beaucoup qui aussi aiment avoir un numéro 9. Non, mais regarde, même si, tactiquement... Mais Xabi Alonso, au final, il débute la saison comme avec un 9 aussi. Oui, mais au final, comme a expliqué Polo, il a une équipe qui semble fonctionner, mais il veut tout changer, il veut tout chambouler. Il y a cette histoire de fraîcheur, mais les mecs, tu les fais pas jouer 2 semaines, la fraîcheur, elle ne sert plus à rien. Tactiquement, ce que fait Gasperini, on le souligne depuis des années, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien, au fond, qui nous épate ? C'est cette intensité permanente.
La particularité, 67e minute, c'est le pressing. Donc le courage de comment tu disposes tes joueurs sur le terrain et à quelle hauteur ils défendent. Alors après, j'allais ajouter, ce qu'on peut ajouter, c'est ce 1 contre 1 qui est beaucoup décrié dans le football. Beaucoup n'aiment pas. Quand Tudor essayait de le faire à l'OM, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette idée-là? Il l'a fait évoluer. C'est-à-dire qu'au tout départ, c'était un 1 contre 1 sur tout le terrain. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait Toloy parfois au point de corner adverse, au poteau de corner adverse. Zone quand même. Là, c'est une individuelle dans des zones, dans des petites zones. Donc on l'a beaucoup caricaturé, le fameux soi-disant individuel, machin, c'est pas exactement ça. Donc c'est ça d'ailleurs, je pense, la nouveauté de ces coachs-là aussi, qui est dans l'évolution. Moi, je pense qu'ils font progresser les joueurs. Ça, faut le souligner quand même beaucoup. Est-ce que des coachs font progresser les joueurs? Tu vois, ça, c'est intéressant comme débat par rapport aux entraîneurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Guardiola, tu as raison. Il aurait pu ne pas gagner cette finale de Ligue des Champions, mais en revanche, on l'a dit avec Sterling, on le dit avec Doku, je parle volontairement de joueurs inférieurs. Évidemment. Et là, ce que je pense il fait même progresser dans l'intelligence de jeu. Je dis pas que Lookman, ça va être énorme parce qu'il y a plein de joueurs comme ça qui ont brillé par Scamacca, on le voit. Hein. Mais même Scamacca, tu l'avais dit. Moi, ce que je vois que ces mecs progressent aussi individuellement dans un collectif. C'est pas seulement effectivement le pressing haut, le pressing. Moi, à la 67e, pour les gens qui vont revoir le match, j'ai noté ça. Même à la 80e, ils sont à 5 dans les 35 mètres adverses. De la fin, mais à 67e, à un moment donné, ils sont dans les 30 mètres adverses et les mecs, les Verkusen, à un moment donné, ils rendent le ballon. Genre, ils n'en peuvent plus, ils rendent le ballon. J'avais pas complètement fini ce que je voulais démontrer sur les qualités qu'on mettait en avant d'Atalanta. Mais après, au final, tactiquement, sur la disposition des joueurs, on n'est pas dans quelque chose de révolutionnaire. Et si je dis révolutionnaire, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de coachs qui essayent de nous faire croire, de chambouler toutes leurs équipes, de changer de poste un tel. Et quand on parle de l'Atalanta, quand on voit une équipe comme ça qui nous régale, le schéma, il est assez simple. Tu vois qui est le 9, tu vois qui est le mec de côté, tu vois qui sont les milieux de terrain, tu vois qui sont les défenseurs, s'il y a des pistons. Moi, le Bayern ce soir, il y a certains joueurs, je suis pas trop capable de te dire où ils jouaient vraiment, quoi. En fait, la révolution de Gasperini, elle est sur 2 points essentiels. Le premier, c'est l'approche des matchs pour une petite équipe. C'est-à-dire arriver et jouer comme une grosse équipe alors que tu es petit. Donc, même on va être dans le message. Ce que tu vas décrire, c'est le message et la faculté de faire croire en ton message à tes joueurs. Exactement. Un peu ce que Farioli expliquait dans le DHE, c'est la croyance. Bien sûr. Tu vas croire, même si tu es petit, que tu es capable de faire. Et d'ailleurs, une des contraintes que souvent des entraîneurs ont du mal à enlever, c'est les croyances qu'ont les joueurs avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire, on nous a formaté comme ça. Donc moi, je crois qu'en ce modèle-là, et un entraîneur qui est un peu disruptif, c'est le modèle mode, arrive et veut changer les choses, il se bat non pas contre de la mauvaise volonté, mais contre des croyances. Ça, c'est très important. Alors, et la deuxième chose, juste, je termine, c'est sur l'individuel. Il a quand même remis l'individuel, ça part de Gasperini, parce qu'aujourd'hui, même si des Zerbi parfois en première ligue, si des Guardiola parfois en première ligue font des individuels, tout part quand même à la moitié des années 2010 de Gasperini. Après, non, juste un point, et c'est pas pour faire une fixette sur Luis Enrique, mais c'est pour dire que dans les coachs, même dans les discours, il faut tout écouter. Je suis entièrement d'accord sur cette idée de croyance, c'est-à-dire d'arriver à convaincre les joueurs que Luis Enrique expliquait dans une fameuse interview à PSG TV, que quand il changeait, après on peut débattre du bien fondé de ça, mais en tout cas individuellement, le message qu'il voulait donner aux joueurs, c'est oui, le joueur qui lui disait mais moi je ne sais jouer que là, c'est là que je suis le meilleur, machin, il voulait dire en tout cas moi je pense qu'il faut les former pour être ailleurs aussi, parce que si un joueur, disait-il, arrive dans l'équipe et qu'il est meilleur à ce poste-là, il faudra que l'autre puisse se reconvertir autrement. Je dis juste ça sans esprit de polémique. Moi j'aime leur intelligence à ces coachs-là, incontestablement leur façon de parler de foot, leur vision, mais faut pas aller trop dans l'extrémisme et dans l'idéologie de j'invente. Vraiment, c'est la seule limite. Allez, pause dans un instant. On aura Massimo Corto avec nous. Il est supporter de l'Atalanta. Eh oui, ils écoutent l'after, les supporters de l'Atalanta. Et il sera avec nous dans quelques secondes. Massimo, on l'attend, bien sûr. Et on fera une petite évaluation ensemble avant de passer en revue l'actu du jour dans quelques instants. Quant à Lookman, Jérôme Thomas me signale qu'il y a une doublette avec Claudio Beauvu en attaque. Ça aurait quand même eu de la gueule. Mais moi, j'aurais aimé aussi voir... J'ajoute Chris quand même. Ouais. Chris aurait pu jouer aussi. Et Maxwell Cornet. Et moi, j'aurais aimé voir Granit Xhaka avec Pascal Pierre. Oui, on avait déjà fait, ça c'est vieux, ça Florent, et Alain Roche. Ne dis pas ça, parce qu'il y a des gens qui ont entendu. Gravillon, l'ancien Rémois, bien sûr. C'est déjà fait, ça. T'es capable de beaucoup mieux. Non, en fait, c'est pour les nouveaux auditeurs.
Il est 23h32, Florent Gautreau, Daniel Riolo, Paulo Breitner et Johan Crochet sont là et Massimo Corto donc avec nous, supporter de l'Atalanta. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, vrai supporter de l'Atalanta de longue date et tout, raconte-nous. Vrai supporter. En fait, ça vient de l'immigration. Donc mon grand-père qui est de Bergame et qui a immigré en France. Donc voilà, toujours été tifoso de l'Atalanta et j'ai pas les mots là. Ouais, t'as attendu longtemps dans ta vie pour être heureux. Ah oui. Bah, et après on a fêté quelques titres en Série B, mais ça reste de la Série B quoi. Et là c'est assez fou. Là, tu t'attendais à un tel scénario ce soir ? Non, pas du tout. On entendait tellement de grandes choses sur le Bayer Leverkusen, et je regarde pas trop la Bundesliga, donc je m'attendais à une meilleure adversité, mais j'ai l'impression que le pressing de l'Atalanta, ils sont pas attendus à ça, ou ils ont peut-être un peu trop de... Évaluation. Quel joueur pour toi a été énorme ce soir ? Bon, on a parlé de Lookman, on va dire que c'est l'homme du match, bien sûr. Écouté, mais donc, parmi les autres, qui t'as envie de citer ? Énorme, il sort clairement de l'eau. Magnifique. Incroyable, surtout dans un rôle un peu avec 2 rounds. Enfin, il manquait 2 rounds et je trouve qu'il a vachement bien rempli ces chaussures-là. Et c'est un joueur qu'on voit pas, mais qui est tout le temps efficace, que ce soit sur les replis défensifs. Sur la pression au milieu. Voilà. L'entrée de Scalvini m'a impressionné. Ouais. Le petit frisé là, le sosie de Pavard là. Et sosie de Pavard et de Michael Gregorio au passage. Je voulais parler d'Isaac Yen, acheté à l'Hellas Vérone cet hiver et qui fait encore un match, je trouve, de patron, qui s'occupe super bien des défenses, des attaquants. Mais Ederson, c'est intéressant parce que il est repéré par sans doute l'un des dirigeants italiens qui a le plus travaillé avec l'Amérique du Sud et qui a fait venir bon nombre de très grands joueurs sud-américains ou de bons joueurs sud-américains en Italie. Walter Sabatini, qui a été directeur sportif à Palerme, à la Roma et qui était à la Salernitana. Et il fait venir Ederson lors d'un mercato d'hiver du Brésil. Et c'est lui qui a fait venir les Pastore, les Cavani, les Lamela à la Roma, etc. Et Marquinhos à la Roma, Castan aussi. Et c'est vraiment un dénicheur de talents sud-américains. C'est là aussi à Palerme aussi. Ouais, bien sûr. Toute la bande. Puis tu vois, dans l'idée de... Ce que j'aime bien dans ces entraîneurs-là, tu as l'idée évidemment du jeu. Mais défensivement, alors évidemment dans l'individuel que tu racontais, mais sur le type de joueur. Je prends un exemple puisqu'on l'a connu en France. Kolasinac. Kolasinac, c'est intéressant parce que tu le vois, tu dis en France, ouais, bon, pourquoi ils l'ont pris ? Je me souviens quand il arrive, oui, t'as vu, Arsenal le fait pas jouer, donc il est moyen, machin. Et là, ils ont tout fait pour le faire jouer parce qu'il avait des soucis, c'est ça ? Ouais, il revient de blessure. Il a quitté parce que je pense ça a craqué à la mi-temps. Mais dans les duels, il a mis un duel à un moment donné marquant dès le début du match. À Marseille, il a été bon après les débuts. Mais avec Tudor. Tu te souviens de ce que tu entends ? Avec Tudor. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour toutes les équipes, tu sais, on parle de ces joueurs aussi mentalement qui sont importants. Il a voulu faire jouer Kolasinac. En gros, je vais caricaturer parce que c'est un guerrier. Il a besoin de Kolasinac pour ça aussi. Donc, de même que tu peux dire, toi, on a besoin d'un neuf dans une équipe, on a besoin aussi de mecs dans le vestiaire, quand tu sais que tu as Kolasinac pour partir à la guerre, c'est utile. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas mal les vieilles recettes dans le football. Ouais, bien sûr. Et Kolasinac, pas en tant que latéral. Kolasinac, troisième défenseur central à gauche. Dans l'axe, je suis d'accord. Beaucoup moins d'allers-retours. D'ailleurs, Isaac Yen avait failli signer à Strasbourg l'été dernier, figurez-vous. On peut donc constater qu'il a choisi le mauvais club, évidemment. Vous ratez des bons joueurs, Gilbert, merde alors. Mais là encore, les progrès du football italien sur l'identification des jeunes joueurs en Europe, Isaac Yen, moi je le connaissais quand il était en Suède, à Djurgården, c'était vraiment un défenseur central intéressant. Il va à l'Hellas Vérone et en peu de temps, il se retrouve à l'Atalanta, il gagne et vous verrez que dans 2 ans, il sera en première ligue. Après c'est intéressant sur les joueurs. Pourquoi on les récupère, tu vois, à l'Atalanta, pas ailleurs. Je pense à Lookman, par exemple. Mais par exemple, Rennes a été en contact avec Jim City et avec Cop Miners. Ouais. Bon, après, ils les ont pas eu, mais voilà, même il y a quelques temps, c'est pas simple. Tu vois, c'était pas simple. Massimo, il y a un autre joueur que tu veux citer ? Moi, c'est globalement l'équipe. Je trouve que c'est surtout une victoire d'équipe depuis le début. La progression globalement entre les défaites contre le PSG, le Real Madrid, et on sent que de compétition européenne en compétition européenne, l'équipe n'a fait que progresser, a appris de ses erreurs, et c'est surtout ça dont je suis très fier pour l'équipe, quoi. Donc, et ils seront dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et le niveau général aussi global de l'effectif a augmenté. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est ce que j'expliquais, la progression étage par étage. C'est que au milieu de terrain, tu as des meilleurs joueurs. En défense, tu
tu as quand même 2-3 éléments qui sont intéressants. En attaque, tu as un répertoire offensif qui est de grande qualité. C'est ça aussi l'Atalanta, c'est réussir à progresser d'année en année. Et sur le nombre de clubs italiens, là, évaluation allemande, les gars. Il va y avoir beaucoup de clubs italiens en Coupe d'Europe, non ? La moitié du championnat. Il pourrait y en avoir 9 en tout, sur toutes les Coupes d'Europe. 6 plus 2 plus 1, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Si la Fiorentina gagne la moitié de la Les milieux de semaine vont être agités. Tu vois, perso, moi, je le disais l'autre jour pour la 7ème place en Ligue 1, mais je trouve ça dingue et moi, franchement, ça me fait pas rêver. Si Dortmund gagne l'italien, mais c'est ridicule. Ça pourrait être la même chose en Allemagne. Il pourrait y avoir énormément de clubs aussi en Coupe d'Europe. Si Dortmund gagne la. Polo, combien vous allez avoir d'équipes l'année prochaine ? Alors en 8 normalement, si Dortmund gagne la Ligue des Champions, il y en aurait 6 en... Ah bah oui, c'est pareil, t'as raison. Sinon, non, ce sera 2 en Europa League et 1 Ouais, pareil, 6 plus 2 plus 1. Parce que Polo, lui, ça fait un pile 50% en plus, lui. Ah bah oui, c'est 9, avec un championnat de 18, ça fait 50% quand même. Polo, ça s'appelle l'intégration européenne forcée, ça. Bien sûr. Évaluation du Bayer Leverkusen, de qui tu veux parler en bien, en mal, vas-y. Granit Xhaka, qui a tout raté ce soir, dans ses combats, dans ses passes longues. C'était quand même un peu le métronome. Il a tout raté ce soir. Mais en fait, si tu veux, ils ne sont pas rentrés sur le terrain. Et moi, je voudrais juste tirer un mon grand coup de chapeau à l'Atalanta, qui est peut-être en Europe l'une des équipes que je regarde le plus, parce qu'elle est intéressante, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, notamment sur les passes réussies, parce que c'est aussi la conséquence aussi de ce pressing et contre-pressing de Gasperini, quoi. C'est pas forcément tout, c'est efficace, mais pas forcément toujours beau à voir. Mais si tu veux, moi, ce soir, qu'est-ce que tu veux que je dise de Leverkusen ? Ils n'étaient pas là. Encore une fois, je me répète, je pense que ça leur pendait au nez, que ça allait arriver, je ne sais pas quand. Là, ils s'en prennent une grosse. Là, je vois le directeur sportif, Simon Rolfes, à la télé allemande, qui rigole. Bon, ben, si tu veux, mec, j'ai pas envie, quoi. Non, mais si tu veux, ouais. On va pas rigoler. Mais non, mais je comprends pas. C'est des choses comme ça. Tu te prends une volée, réfléchis déjà à ton effectif pour 2024-2025. On en parle souvent dans l'after, où Leverkusen doit s'améliorer. Ce n'est pas une grande équipe, c'est une grande performance. Il y a eu par le passé des équipes beaucoup plus fortes à Leverkusen qui ont moins le palmarès que celle de cette année. Mais voilà, c'est pas qu'une question d'une défaite comme ça, c'est qu'elle est prévue, elle arrive au mauvais moment, évidemment, mais il faut surtout tirer son chapeau à l'Atalanta, qui est une des équipes les plus intéressantes d'Europe. C'est tout. Un truc qu'on n'a pas dit. Juste sur l'évaluation, un mot, un nom. Palacios, qui effectivement se fait doubler par Lookman sur le premier but et qui rate la seule occasion. C'est lamentable. Tu vois, non, mais c'est un symbole, je trouve, assez révélateur. Non, mais il n'y a pas de ça. Tu m'as fait penser à un truc, Polo, sur les passes de l'Atalanta. On oublie dans l'analyse, Lookman marque le but à la 12e. Les 10 premières minutes, l'Atalanta est en difficulté parce que Leverkusen est en train d'imposer son jeu et de s'installer dans le camp de l'Atalanta. Et la réplique, en fait, ça a été, et j'ai trouvé ça à la fois étonnant et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils faisaient ça. Dès qu'ils avaient un ballon, ils ont mis des sacoches devant. Comme pour faire remonter, comme pour dire on va essayer de balancer le ballon loin pour ne pas essayer de jouer, parce que à ce moment-là, dans le pressing, Leverkusen était tellement fort, le bloc était tellement haut qu'ils avaient peur d'étouffer. Et ils se donnaient de l'air comme ça, mais à force de se donner de l'air, ils ont réussi petit à petit, et ça n'a pas pris longtemps, puisque finalement, au bout de 10 minutes, la tendance s'est un peu inversée. Mais le début de rencontre de Leverkusen, il est bon. C'est eux qui mettent la main mise sur le match. Ils sont très fébriles défensivement, ils perdent des ballons très rapidement. Ouais, mais dans les intentions et dans l'occupation du terrain, ils font ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent. On l'attendait, ça, la possession, on l'attendait du côté de Leverkusen. Oui, mais ils s'installent comme ils veulent. Il n'y a pas une occasion. Non, ça je sais, mais ils s'installaient. Ils étaient comme toi, si, je sais pas, tu étais invité quelque part, tu commences à t'installer un petit peu, tu vois. Oui. Voilà. Personne à ma table. Et après, ils dansent sur la table. Voilà. C'est ça. Mais non, ce soir, mais moi je préférais féliciter l'Atalanta que de dire ce que je pense de Leverkusen. Ce soir, moi ça me plaît parce que c'est une belle claque. Ça doit faire réfléchir le club s'il souhaite grandir, parce que si on parle de projet, c'est aussi relativement récent, même si c'est la deuxième année de Xabi Alonso. Il doit réfléchir pourquoi ça n'a pas fonctionné, et peut-être aussi se poser la question, pour en revenir à ce que tu disais, Daniel, le côté mystique de jamais perdre, de toujours s'en sortir durant les arrêts de jeu, ou de beaucoup marquer dans les 80 minutes. Ça serait peut-être bien de réussir ses premières mi-temps, tout simplement, parce que aussi bien en Bundesliga qu'en Europa League,
les premières mi-temps, elles sont compliquées en général pour les Leverkusen. Donc il y a un travail à faire là-dessus, encore une fois améliorer l'effectif, parce que ce soir, il y a quand même 2 joueurs qui n'ont pas le niveau. Jonathan Tah, ce soir, c'est 29% de duels gagnés. Pour un défenseur central, il ne faut pas déconner quand même. Mais c'est pour ça on voit peu, on a assez peu vu Scamacca sur les actions offensives. Par contre, tout le travail qu'il a fait dos au but pour gêner Tah, qui ne savait pas s'il fallait anticiper, lui passer devant, à droite, à gauche, attendre, reculer, être à 2 mètres, être tout près de lui, c'était compliqué. On aurait pu le perdre aussi. Sur son intervention très ratée. On va s'arrêter là, les gars. Merci, merci Johan. Merci à vous. Polo, juste un tout petit dernier truc, puisque comme j'étais à Leverkusen et que les gens au club ont eu la très bonne idée de se moquer de la Roma en leur mettant Bella Ciao, je pense qu'on a eu une très bonne réponse ce soir. Ciao, ciao. C'est gentil. Voilà.